Et salut les potos! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous êtes avec JB et on va aborder les principes généraux de construction d'une liste compétitive. En premier lieu, avant de parler tournoi, on va parler faction. Quand vous vous lancez sur une faction, il est important de bien la comprendre et de bien la connaître. Donc faites le tour de vos profils tranquillement et puis surtout essayez de déterminer vers quel style de jeu votre faction va naturellement s'orienter. Est-ce que ma faction est plutôt bonne au corps à corps? Est-ce qu'elle performe plutôt au tir? Est-ce qu'elle se prête à jouer de l'élite ou plutôt de la horde? Donc en fait, déterminer les points forts et les faiblesses de votre faction. Et ensuite, à partir de là, vous allez pouvoir déjà commencer à faire des listes sérieuses, le plus souvent en polarisant en fait dans un sens, c'est-à-dire en adoptant un style de jeu très prononcé. Lorsque vous vous rendez en tournoi, il faut savoir que le tournoi, donc déjà avant tout, c'est un gros travail en amont. On va créer des listes, on va les tester, on va y réfléchir. C'est un très très gros travail en amont, on fait peut-être la moitié du boulot avant même de se rendre au tournoi. L'important en tournoi déjà, c'est de prendre connaissance de ses objectifs. Est-ce que je vais jouer un ensemble de missions principales? Y aura-t-il des missions secondaires ou non? Est-ce que ces missions, je vais les décider? Est-ce qu'elles vont être générées aléatoirement? Est-ce que je vais jouer avec les cartes? Est-ce que c'est complètement autre chose? Donc il faut prendre connaissance en premier lieu des win conditions parce que OPR c'est un pur jeu, quel que soit le jeu à OPR, on est sur un pur jeu d'objectifs et c'est les objectifs qui vont vous permettre de gagner. C'est d'ailleurs la seule possibilité de l'emporter. Donc on va prendre connaissance de toutes ces modalités de victoire et on va créer sa liste en fait pour nous permettre de les accomplir ces objectifs et pour nous permettre aussi de mettre des bâtons dans les roues de notre adversaire. Et même en allant plus loin, on va créer cette liste aussi dans l'idée que l'adversaire puisse pas nous mettre trop de bâtons dans les roues d'ailleurs. On va faire un petit travail d'anticipation. Donc une fois qu'on a compris sa faction et ses objectifs, on va pouvoir commencer à parler des archétypes. Donc déjà il y a deux archétypes principaux. Je pense que c'est les archétypes majeurs. Je ne sais pas si véritablement on peut parler d'archétypes, mais ici ce sera le cas. Ça va être le corps à corps et le tir. De manière générale, pour être il faut chercher à être le plus performant dans un domaine, donc on va se spécialiser complètement dans l'un ou l'autre. On va éviter de faire du 50-50. Pourquoi? Parce que si j'ai 50% de tir et 50% de corps à corps et que je joue contre un adversaire qui fait du 100% dans l'un ou l'autre, il va systématiquement nous dominer. Il va éclater notre base de tir, puis notre base de cac, ou bien l'inverse, il fait comme il veut, mais il va complètement nous dominer sur un aspect de la bataille. Donc nous, en général, on va chercher à entrer en concurrence avec lui en ayant 100% de tir alors qu'il en aligne 100% aussi, ou on va essayer un petit peu de nuller cet avantage en jouant une liste du coup de CAC par exemple, et du coup la liste tir aurait euh, l'avantage aux deux premiers tours, alors tandis que la liste CAC aurait l'avantage aux deux derniers. Donc ça c'est l'intérêt déjà vraiment de polariser sa liste dans un style de létalité, si je puis dire. Une fois cette décision prise, c'est une décision qui peut se prendre très naturellement suivant votre faction. Voilà, il y a des factions. Moi j'ai déjà vu des gens jouer des factions de CAC en les faisant tirer, mais normalement, ça se fait très naturellement. Vous allez voir dans quoi votre armée performe. Si vous jouez Human Defense Force, vous savez que vous performez dans le tir. Donc très naturellement, vous allez partir sur du tir. Néanmoins, parfois, il se peut que votre armée puisse autant performer dans le tir que dans le corps à corps. Dans ce cas-là, il faudra choisir et puis être cohérent. Je pense par exemple au Saiyan Starost. On peut très bien faire une liste de tir ou une liste de CAC. Il faut juste se décider sur un truc. Ensuite, à cet archétype, d'autres vont s'ajouter. Est-ce que je fais donc déjà la polyvalence? Est-ce que je pars sur une liste polyvalente? Donc là, je viens de dire qu'a priori non. Mais il y a un cas où c'est intéressant, c'est si vous jouez avec les cartes objectifs. Vous savez, celles qu'on pioche, on en pioche 5, on en repose 2, on en garde 3. Là, dans cette situation, ça peut être intéressant d'avoir une liste polyvalente parce qu'on va avoir un large panel d'objectifs. Et d'ailleurs, ça induira une structure de liste assez particulière puisque en gros, si vous décidez par exemple de ne pas jouer de psy ou certains profils et tout, vous allez empêcher votre adversaire de réaliser certains objectifs. Donc là, c'est quelque chose de très complexe et à part. Et c'est pas ce qu'on voit le plus dans les tournois qui font au cœur de notre actualité, parce que si je parle de tournoi aujourd'hui, c'est parce que c'est bien le thème redondant dans tous nos fils de discussion et au travers des vidéos proposées par plusieurs chaînes, y compris la nôtre. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir notre tier list qui est encore très pertinente malgré les dernières grosses mises à jour.
et qui vous permettra de trouver pas mal d'infos utiles et nécessaires au bon déroulement d'un tournoi. Mais revenons-en à nos moutons. Donc, on va choisir un autre archétype. Est-ce qu'on va faire du multiple small units? Est-ce qu'on va faire de la horde? Est-ce qu'on va jouer du full elite? Est-ce qu'on va jouer une liste, admettons, que de gros bills avec des monstres? Est-ce qu'on va faire du ground zero, c'est-à-dire aucune unité déployée, tout en ambush? Votre liste, elle peut naturellement y tendre, ou bien ça va dépendre complètement de vous. Et tous ces archétypes ont des intérêts différents. Le MSU, par exemple, ça va vous permettre d'avoir un grand nombre d'activations. Ce grand nombre d'activations, ça va vous permettre, à un moment donné, à la fin du tour, de pouvoir faire plusieurs actions sans avoir tellement à anticiper ce que va faire l'adversaire avant son prochain tour, puisque lui, il aura déjà fini d'activer son armée. Aussi, ça va vous permettre en début de tour de gagner du temps en fait sur les activations importantes de votre adversaire. Donc soit vos premiers coups vont vous servir à gagner du temps, soit ils vont vous servir à gérer les priorités qui s'imposent. Le MSU, ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent ça va obliger l'adversaire à overkill vos unités, puisque vous allez tellement dispatcher votre force en plein de petits satellites que souvent il va devoir mettre un volume d'attaque trop important pour gérer véritablement votre unité. Donc là, c'est un autre avantage qui est lié, c'est l'impact amoindri lors de pertes, en fait. Comme vous décidez de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, chaque fois que vous êtes amputé d'une unité, en général, c'est jamais bien grave. Et vous aurez une grande largesse stratégique et tactique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. De manière générale, quand on fait du MSU, on oublie un petit peu l'idée d'avoir l'initiative au T2. Mais c'est pas tout à fait vrai. On peut faire du MSU en jouant l'embuscade. Voilà, parce que pour l'embuscade, c'est important en général d'avoir l'init au T2. Donc, comment se faire? Bah, tout simplement, admettons que vous ayez une liste avec 5 unités déployées sur table. Logiquement, vous devriez avoir l'initiative autour d'eux. Si à côté de ça, vous avez 7 unités en ambush, et bien autour d'eux, vous pourrez faire entrer vos 7 unités, vous serez donc monté à 12 unités au total, vous serez complètement dans le schéma du MSU et vous aurez l'initiative pour le tour. Autre intérêt, mais différent des embuscades, c'est pour le MSU, si vraiment l'initiative autour d'eux ne vous intéresse pas, c'est les embuscades écran. Par exemple, faire venir des nuées en embuscade pour écranter, pour vous interposer par exemple entre vos unités et celles de votre adversaire, donc des unités sacrifiables. Ou si vous jouez une faction qui dispose d'embuscades avec counter-attaque par exemple, vous pouvez très bien accepter de vous déployer en embuscade et de ne pas avoir l'initiative. D'autant qu'en général, les embuscades sont des unités qui sont puissantes au corps à corps. Donc je pense à si vous jouez par exemple les Wolf Battle Brothers, ben, admettons que vous jouiez vos destroyers, ils ont counter-attaque, vous pouvez les déployer, ils vont survivre à pas mal de trucs, il ne faut pas trop non plus les choyer. Et si jamais ils sont chargés par un truc, ils ont counter-attaque. Donc pourquoi pas. Donc tout ça, ce sont les intérêts du multiple small units qui en général est intéressant. Alors ça peut être intéressant avec beaucoup d'armées, mais historiquement c'était quelque chose qui était joué, je pense à Warhammer Battle par exemple. C'était un style de jeu qui était beaucoup adopté par les factions elfiques. Les factions elfiques qui avaient une bonne capacité à dealer des dégâts, mais qui avaient du mal à survivre. Donc souvent, plutôt que de mettre tous les dans le même panier, eh ben, on dispersait l'ensemble. Donc c'est un style de jeu qui est, à mon sens encore aujourd'hui, intéressant surtout pour des factions qui seraient un petit peu fragiles. Vous avez aussi le gameplay de Horde. Le gameplay de Horde, ça c'est pareil, quand vous allez apprendre à connaître votre faction, vous allez voir si vous avez la possibilité de le faire. Parce que tout le monde ne le peut pas. En général, la Horde, ça va induire beaucoup de PV sur table, beaucoup de modèles de figurines sur table, beaucoup de saturation et une capacité à bien encaisser les dégâts, mais pas les éviter. Ça prend bien la table, il va falloir faire attention à pas vous embouteiller, parce que ça c'est vite arrivé, je l'ai vu souvent, des joueurs horde qui s'embouteillent et qui peuvent plus, à un moment donné, qui sont pris dans l'inertie, je sais pas, dans le maelstrom, et ils peuvent plus bouger, ils sont complètement bloqués. Ça arrive souvent. En général, c'est des armées qui ont un moral assez faible, donc la horde, moi je le préconise quand on a les moyens vraiment de fiabiliser.
Il y a plein d'armées qui permettent de fiabiliser avec les aptitudes du style no retreat, choses comme ça. Ou des héros qui pas chers, qui ont un bon moral aussi, ça permet de fiabiliser. Et là, l'autre intérêt de la Horde, en fait, c'est que vous pouvez jouer, par exemple, chez les Ratmen, vous pouvez facilement jouer 140 figurines à 2500 points, par exemple. Donc, ces 140 figurines-là, ça peut devenir un véritable obstacle à un adversaire qui n'aurait pas assez de saturation à faible AP, par exemple, qui n'aurait pas assez de blast. Un adversaire qui n'aurait pas suffisamment, en fait, de réponse pour venir contrer ce style de jeu beaucoup trop affirmé. Et du coup, vous pouvez même vous retrouver parfois en adoptant le style de jeu Horde à gagner sans combattre, seulement en gros en allant complètement sécuriser vos objectifs de manière à ce qu'il ne soit pas contesté, puis en allant contester les objectifs de votre adversaire. Donc c'est un style de jeu qui est intéressant aussi et qui appelle à des réponses précises en nombre suffisant. Un autre style de jeu qui sur ce principe-là est un peu semblable à la Horde, c'est le style de jeu Elite. Parce qu'entre autres choses, on va essayer de démunir l'adversaire en termes de réponse. Voilà, élite et monstres d'ailleurs de manière générale. Alors, les monstres parfois n'ont pas non plus la qualité, même les monstres hein, souvent n'ont pas la qualité de l'élite, ni même les véhicules. C'est pour ça qu'on pourrait les dissocier, dire élite et puis une autre section monstres et détachement blindé, admettons. Mais par exemple, le style de jeu élite, et ben lui aussi il va demander des réponses fortes. Il va falloir vraiment avoir beaucoup d'AP4 pour aller les gérer, beaucoup de deadly, et quand toute l'armée en face est en élite, on pourrait penser par exemple, un bon exemple c'est Titan Lords. Là on peut dire qu'on est sur des sortes de monstres ou de blindés élite, puisqu'on est sur du Q3 défense 2. Et bien là par exemple, le gars, s'il n'a pas la bonne réponse en nombre suffisant, il pourra pas venir vous gérer. Parce que c'est un exemple de polarisation native là. Parce que Titan Lance, vous n'avez pas le choix, vous devez les jouer comme ça. Mais vous pouvez le faire avec d'autres armées aussi. Je pense par exemple aux Custodian Brothers, euh, ou même peut-être les Prime Brothers, les Prime Brothers peuvent le faire, et d'autres armées aussi. Vous constituez une force super élite avec des grosses stats, souvent une grosse défense, peut-être même de la résilience par-dessus et tout, des invus, tout ça. Ben, votre adversaire, ça peut vraiment le mettre en difficulté s'il n'a pas prévu suffisamment de réponses. L'avantage de l'élite, un gameplay élite, c'est que c'est plus permissif quand même. Parce que vos unités sont très résistantes, elles sont très fiables, elles ont une forte létalité, elles ont un bon moral. En général, ça marche très bien avec tout ce qui est ambush. Ça, c'est vrai on adore les unités d'élite en ambush. D'ailleurs, souvent, de manière générale, quand on utilise des ambush, ce sont des unités d'élite en fait. Donc, par contre, le désavantage, c'est que vous allez avoir peu d'activation. Ça, honnêtement, ça peut être ennuyé sur un adversaire qui ferait traîner, mais très rapidement, c'est un avantage pour lui qui va perdre. Vous allez avoir un faible nombre de modèles sur table, mais vous êtes très costaud quand même. Donc, ça devrait vous permettre d'y pallier. En revanche, en général, vous n'avez pas beaucoup d'unités. Donc là, vraiment, le gameplay élite. Il va nécessiter que vous soyez peut-être davantage mobile que les autres armées et que vous puissiez vous trouver vraiment au bon endroit au bon moment et pas vous perdre dans des mouvements inutiles et tout. Parce que si vous commencez à trop vous éloigner des objets et tout ça, vous risquez d'avoir du mal à y revenir. Donc il faut vraiment pas se perdre en move inutile. Bon, c'est vrai de manière générale, mais chez les armées élites, ça l'est davantage parce que vous pouvez vous faire perdre tout seul, quoi. En vous étant trop éloigné, en allant chasser le monstre alors que vous n'avez rien à faire. Donc attention, il faut être très très efficace quand on joue élite. Le gameplay monstre et détachement, bah, c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que vous allez avoir encore, vous allez peut-être pas avoir moins d'unités, mais de fait vous aurez moins de modèles, qu'en plus vous n'aurez pas la possibilité de cacher trop. Vous aurez beaucoup de PV par modèle, mais sinon c'est la même chose que pour l'élite. Là où ce sera un petit peu différent, par contre, c'est pour les détachements blindés, type tank, hein, donc des véhicules qui n'ont pas de riposte. Là, vous avez une grosse faiblesse, une grosse vulnérabilité
au corps à corps, puisque comme vous pouvez pas riposter, de fait vous perdez le combat et vous devez tester au moral. Et bien souvent les tanks ils ont une qualité de 4+, donc il y a de fortes chances tout de même que vous ratiez votre test de morale et que vous vous trouviez pin. Donc ça peut vite devenir dramatique. C'est pour ça qu'en général, moi je préconiserais surtout pas de jouer une liste full détachement blindé, mais je conseillerais vraiment d'avoir pas mal d'unités pour écranter. Et en plus, souvent les armées qui jouent des blindés, elles ont ces options bien présentes. Je pense que c'est encore une fois l'Human Defense Force parce que je connais bien, mais vous pouvez jouer vos recrues, des choses comme ça. Tout ça pour écranter, pour éviter de vous prendre des charges. Donc tout ce qui est sacrifiable en Human Defense, tant que c'est pas nécessaire de les sacrifier, gardez-les à l'abri derrière les tanks, et le moment venu de protéger les tanks, vous les mettez, paf, bien devant votre ligne de blindés, et ils pourront encaisser les charges et vous accorder un tour de plus. Les listes Ground Zero. Alors le Ground Zero, donc c'est-à-dire full ambush, vous allez être absent au T1 de la table. Vous allez arriver au T2, mais vous n'allez pas pouvoir contester ou capturer d'objectifs. Donc les listes Ground Zero, ça va avoir un fort impact quand vous allez arriver. Vous pouvez vraiment mettre le bazar dans les plans de votre adversaire, lui faire beaucoup de pertes. Et d'ailleurs, c'est le principe de ce genre de liste en fait, c'est de frapper dur et fort. C'est terreur et effroi là, boum. Vous arrivez, vous essayez vraiment de le sortir presque de table en un tour. Mais le problème de ces listes Ground Zero, et surtout si vous jouez contre un joueur qui a un petit peu d'expérience, c'est donc votre adversaire a le tour 1, donc il va pouvoir se déplacer tranquillement, se faire son petit château, se mettre à l'abri de vos FEP, et beaucoup diminuer leur impact. À partir de là, vous arrivez, vous impactez beaucoup moins fort que prévu, votre adversaire riposte bien, il est un petit peu égalisé, vous avez perdu votre avantage. Admettons qu'on soit dans un tournoi où vous faites du scoring progressif, comme c'est aussi préconisé maintenant dans les règles les plus dernières mises à jour. Ça veut dire que votre adversaire, il aura déjà scoré sur le tour 1, il va peut-être encore scorer sur le tour 2, vous serez toujours à la ramasse. Il vous restera que le tour 3, que le tour 4. Donc, Ground Zero, c'est sympa, ça peut être vraiment mortel pour aller s'en prendre à des grosses gunlines, parce que le gars, il était au fond de table, il avait prévu de faire du hit and run et tout, et là, bam, vous lui tombez dessus, vous lui pétez les dents. Ça, c'est clair, ça va être balèze. Par contre, chose à prendre en compte aussi, si vous tombez sur une grosse liste de CAC, bah, vous allez vous taper des ripostes, vous allez vous prendre des charges et tout, donc le retour de bâton peut être dur à vivre. Mais surtout, oui, si l'adversaire vous anticipe bien et tout, ça peut vraiment être dur. Et puis vous avez plus que 2 tours en fait pour scorer. Donc ça peut être compliqué. Donc Ground Zero, je trouve que c'est un peu gambit comme liste, mais c'est toujours très agréable à jouer. Je vais redire un petit mot, là vite fait, par rapport au fait de jouer pur tir ou pur cac. Parce que j'ai oublié de nuancer, donc c'est un principe général, donc on peut pas rentrer dans tous les détails. Il y a beaucoup d'exceptions à toutes les règles que j'énonce, donc c'est déjà un contenu assez compliqué à aborder, même d'un point de vue généraliste. Mais par contre, quand je vous parle de jouer full tir, c'est pas à 100%. Vous pouvez très bien jouer 80% de votre liste en tir, et pourquoi pas les 20 derniers pourcents, c'est des unités de CAC ou des choses comme ça, parce que ça peut être au contraire très intéressant, par exemple, de jouer quelques unités de CAC dans une liste de tir. Ça vous permet d'écranter, d'avoir une ambush impactante, peut-être de prévoir des contre-charges un petit peu. Donc, quand je vous dis de polariser en CAC ou en tir, c'est pas forcément à 100%, ça peut être à 70, 80%. Mais faut pas se priver de bonnes idées à côté. Encore un mot sur le tir ou le CAC. Aussi, ce qu'il faut noter, c'est que souvent, quand on va jouer des listes de CAC, on va avoir une bonne capacité à se projeter, puisqu'on est obligé de prendre la table en fait, puisqu'on doit aller porter le combat à l'adversaire. Et d'ailleurs, cette mobilité, on va essayer souvent de la rendre, de l'améliorer, parce que plus on va être long à atteindre l'adversaire, surtout s'il tire, plus on va subir de pertes. Et le souci, c'est que un adversaire qui tire, il risque de rentrer à un moment dans une logique de hit and run,
et donc d'essayer de nettoyer des quarts de table pour y battre en retraite, aller y sécuriser les objectifs et s'extraire en fait de vos portées de charge. Donc c'est bien de travailler encore plus sa mobilité, parce que déjà, dans un match-up CAC versus tir, vous allez prendre beaucoup, vous allez avoir beaucoup de pertes sur donc le tour 1 et le tour 2. Euh, à l'inverse, quand vous jouez tir face à une armée CAC, vous allez aussi avoir des difficultés à vous projeter, puisque si vous avancez sur table pour aller sécuriser vos objectifs, bah, vous risquez de faire la moitié du chemin pour lui. Et donc bam, il vous attrape. Il faut pas non plus qu'il arrive trop vite sur vous. Donc c'est pour ça que là aussi, encore une fois, il va falloir travailler sa mobilité pour pouvoir jouer la savonnette. Et savoir se retirer à temps pour augmenter sa survivabilité. Donc voilà, deux archétypes aussi, j'aurais pu le dire en début de vidéo, mais qui demandent euh, tous les deux à mon sens de la mobilité. De toute manière, la mobilité à mon sens c'est hyper essentiel au jeu. Mais voilà deux petites pistes en tout cas pour mieux vous aider à comprendre le fonctionnement de ces archétypes. Donc là on a abordé plusieurs styles de jeu, enfin plusieurs archétypes qui, peut-être vous permettre en fait de mieux comprendre votre faction et du coup de miser sur ses points forts. Voilà, tout simplement. Parce que vous vous doutez, ce que je vais vous expliquer, c'est tout simplement que si je joue Human Defense Force et que je décide de jouer que du CAC, je sais pas, en horde, ça va pas être fameux quoi. Je peux pas vraiment le faire. Je vais jouer des unités d'ogre par 6, ça sera pas des vrais hordes. Enfin, je veux dire, ce serait vain de partir dans quelque chose que je puisse pas faire correctement. Donc, c'est pour ça, pensez à voilà, bien comprendre le fonctionnement de votre faction. Et pour certaines factions, on l'a vu, c'est très simple. Donc, c'est parfait, il fallait le dire. Maintenant, en termes de méta, aujourd'hui à OPR, le jeu est pas assez mûr, les communautés se rencontrent pas encore suffisamment souvent, ni en suffisamment grand nombre. Puis une méta, c'est un peu particulier. Une méta, ça fonctionne aussi avec des grands noms un peu. Donc pour l'instant, on n'a pas des joueurs qui font référence dans la maîtrise de telle ou telle faction, par exemple. Donc, on n'a pas de méta, c'est ce que je veux vous dire. Aujourd'hui, quand on se rencontre en tournoi, bah, on vient tous avec notre petite méta locale s'affronter. Mais il n'y a pas de méta de tournoi. Il y a un mélange des métas qui se rencontrent seulement. C'est pas comme dans des jeux peut-être plus matures et aussi des jeux avec une tier list beaucoup plus pyramidale. Je pense bah, par exemple en termes de figurines aux jeux proposés par Games Workshop. Là, il y a une méta qui est très claire parce que il y a une tier list en fait qui est très claire. Hein. Donc on sait très bien qui occupe le podium et sa structure. Nous dans notre jeu c'est beaucoup plus vague. D'ailleurs ça cause beaucoup d'incertitudes quand on va en tournoi parce qu'on sait qu'on peut tomber sur des factions qu'on connaît, qui jouent des listes qu'on ne connaît pas, qui vont être très fortes elles aussi, parce qu'il y a une multitude de listes par faction. Sans parler des factions qu'on va affronter, qu'on n'a pas encore eu l'opportunité d'affronter. Donc beaucoup de surprises, beaucoup d'incertitudes. En revanche, il y a certaines mécaniques qu'on sait plus fortes que d'autres. Et on pourrait dire d'elles qu'elles sont méta. Moi je pense que sur ce jeu, la mobilité par exemple, c'est indispensable. Donc si vous avez des domaines de magie qui peuvent vous permettre d'avoir de la mobilité, si vous avez le mot-clé, alors ce mot-clé il change de nom à chaque fois, ça peut être Ring the Bell, ça peut être Dark Tactics, ça peut être Custodian Tactics, il y a même on la retrouve aussi chez Human Defense sous un autre nom, mais en gros, cette aptitude qui vous permet de cibler une autre unité et de la faire avancer de 6. Ça, par exemple, c'est super fort. Avoir de la mobilité, c'est hyper important, surtout sous cette forme, parce que ça vous permet de créer une incertitude en fait chez votre adversaire, parce qu'il ne sait pas si vous allez reculer l'unité, si vous allez en avancer une. Ça crée vraiment une incertitude. Et surtout, ça change le schéma qu'il a analysé sur table. Il se dit, cette unité elle est là-bas, je vais faire ça, le tour d'après, tac, et là, paf, vous bougez votre unité, vous foutez son plan en l'air. Donc, tout ce qui donne de la mobilité, c'est important. De manière générale, d'ailleurs, vos sorts, pensez à aller les voir, et vous posez la question, est-ce que mes sorts, ils permettent de combler des faiblesses de ma liste, ou est-ce que j'ai une magie très offensive, ou est-ce que j'ai un certain lot de malus à appliquer à mon adversaire qui peuvent m'aider. Ça, suivant la faction que vous jouez, ça peut vraiment vous être super utile. Par exemple, en ce moment, je joue beaucoup Custodes.
et par facilité de transport des figurines. Mais par exemple, chez les custos, j'ai une liste qui est très mobile. Il y a un sort que j'aime beaucoup, c'est Curse Ground. Ça me permet de, de donner le mot-clé slow, en gros, à une unité adverse. Donc déjà que je suis super rapide, ben, je peux ralentir mon adversaire. Donc par exemple, je trouve que c'est très fort. Donc allez voir vos sorts s'il y a des trucs qui permettent vraiment à votre armée d'avoir des outils utiles en plus. Ensuite, en termes de trucs un peu méta, on va dire dans votre liste, je pense que de manière générale, il y a la P4 qui est un peu maîtresse, puisque l'avantage de la P4, c'est que ça se recycle. Parce que le souci du Deadly, c'est que moi ça m'est arrivé plein de fois, à un moment donné, j'ai détruit toutes les cibles avec des gros profils de PV, il me reste que des figurines à 1 PV à péter, et là je suis avec mon gros tir de Deadly. Ben, la P4 se recycle là-dessus. Donc c'est pas perdu. Ensuite, autre avantage de la P4, et là ça va être d'autant plus intéressant en fait chez les armées qui n'ont pas une très grosse qualité. Je pense à des armées qui ont qualité 4 par exemple. Vous êtes carrément mieux à faire de la P4 que du Deadly. Parce que souvent, par exemple, au lieu d'avoir un tir Deadly 6, vous aurez peut-être 6 attaques à P4. Donc ça vous permet de vous assurer des touches et des blessures. Donc ça, c'est important la P4. Il y a d'autres mots-clés aussi par rapport à la mobilité que je trouve très cool. Tout ce qui est flying, téléport, des choses comme ça. Mais ça, vous l'avez compris, la mobilité, c'est indispensable. On peut gagner des parties uniquement sur sa mobilité à OPR. Parce que la mobilité, ça peut vous permettre, par exemple, pas plus tard qu'hier, jouer contre Gab, il avait son Godzilla. Et ben, le pauvre Godzilla, il a rien fait de la game. Parce que j'étais mobile. Donc moi je l'ignorais et lui il essayait de me rattraper, il n'y parvenait pas. Donc la mobilité c'est super important. Il y a des trucs, la résilience aussi. La résilience c'est important, ça peut vraiment faire capoter les plans de votre adversaire. Donc tous les mots-clés, donc régénération, putride, self-reaper et les autres trucs qui donnent de la résilience. Aussi les invus, hein. Il y a plusieurs possibilités d'avoir des sauvegardes invulnérables. Tout ça c'est intéressant, ça peut vraiment venir ennuyer votre adversaire. Il met le paquet, il est sûr que ça y est, ce coup-ci, il vous tombe votre unité, et là, paf, un PV miracle qui survit, et il devra s'y reprendre une prochaine fois. Donc ça, c'est intéressant. Tout ce qui est les petites nuées aussi. Les nuées, c'est super ennuyeux pour l'adversaire. Souvent, il devra les overkill. En plus, si vous les jouez bien, il va vraiment devoir aller chercher des lignes de vue dessus. Donc ça peut vraiment l'ennuyer. Donc les petites nuées, c'est très très bien. Puis ça peut faire la blague sur un tank si jamais par bonheur vous lui enlevez un petit PV. Donc les petites nuées, ça c'est très méta aussi. Alors les aircraft maintenant qui font pas mal parler d'eux là depuis que. Enfin, dont t'as beaucoup parlé de Chainsword depuis l'issue du LTC. Alors ils avaient déjà beaucoup performé en 3.0 sur l'événement Balance ton dé, avec des listes qui ont porté des aircraft qui se sont hissés sur le podium. Moi, de mon côté, j'ai toujours beaucoup aimé les jouer. C'est vraiment une unité qui est cool. Et alors, il y a un moment, il fallait jouer suivant un pattern de déplacement un peu précis pour en profiter un maximum sur place. Mais aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus simple puisque l'aircraft, il peut passer ses 4 tours sur table. Donc les aircraft, il faut pas forcer, hein. Il y en a qui sont vraiment nuls. Il y a des factions qui en ont même pas. Mais si vous avez de bons aircraft, c'est intéressant de les jouer parce que c'est des unités déjà qui sont beaucoup plus résistantes qu'il y paraît via leurs règles, un peu comme les unités avec Entrench. Hein. Souvent c'est des unités à 6 PV, mais il y a un malus. En fait, elles ont un stealth amélioré, donc il y a un malus de -2 pour les toucher. Donc c'est des unités qui sont très mobiles, parfois très létales, donc plus résistantes qu'il y paraît. Et en plus, parfois, elles font du transport, et ça peut être des très bons transports. Moi, je sais qu'en HDF, le Light Gunship, c'est un très bon transport. En plus d'être un aircraft intéressant pour pas trop cher, parce qu'il y a aussi plusieurs catégories d'aircraft. Hein. On va dire qu'il y a des aircraft qu'on va retrouver dans les 260, 280 points. Il y a des aircraft qu'on va plutôt retrouver autour des 500 points. Donc on pourrait presque parler de l'aircraft léger et de l'aircraft lourd. Alors la distinction existe déjà, mais elle se fait au sein des armées. Là je la fais au global en fait, au sein du jeu. Et les aircraft, ce qui est très méta, c'est que ça oblige encore une fois votre adversaire à avoir une réponse précise pour les traiter. C'est vraiment là que c'est intéressant à mon sens, parce que
encore une fois, vous allez jouer sur le fait que votre adversaire soit démuni, qu'il puisse pas les gérer parce qu'il n'a pas de Locon. Mais on va tout de suite embrayer sur le Locon, puisque le Locon c'est super méta. Je suis convaincu depuis des mois qu'il faut jouer du Locon dans sa liste. Parce que c'est vrai qu'avec la règle Entrench qui est arrivée et qui a popé sur pas mal de profils, les stealths qui sont disponibles sur bien plus d'unités qu'auparavant et qui sont toujours très utiles. Maintenant, les aircraft, parfois les sorts qui donnent des malus, tout ça, je pense que le Locon, c'est un outil indispensable dans toute liste compétitive pour être sûr de faire face aux menaces. D'autant que le Locon, il a pour lui de se recycler, donc c'est sûr vous avez payé une petite surtaxe pour avoir le petit mot-clé Locon, mais c'est des tirs qui se recyclent bien, donc ce sera pas un poids trop lourd à supporter dans votre liste. Enfin, on va clore sur les match-up. En gros, un match-up, qu'est-ce que c'est? C'est je me présente sur la table, voilà, il y a une liste en face, et je me dis, par exemple, j'ai un bon ou un mauvais match-up. Donc j'évalue mes chances de l'emporter ou d'être défait. Les match-up, on va pas forcément chercher à les améliorer à tout prix, hein. C'est certain que nos listes, elles vont pas pouvoir faire face à toutes les listes adverses. On aura forcément des moments où on sera complètement désavantagé. Donc, moi déjà, ce que je vous recommande de manière générale, que ce soit lors de la construction de jeu ou en jeu, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. S'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, eh ben, oubliez-les, hein. Si par exemple, votre liste ne vous permet pas de gérer convenablement les ambush, eh ben, ne prenez pas en compte les ambush. Concentrez-vous sur ce qui peut vous faire gagner. N'essayez pas de vous concentrer sur ce qui pourrait vous empêcher de perdre, hein. On joue pas pour ne pas perdre, on joue pour gagner. Donc, quand je crée ma liste, je vais y voir des défauts, je pourrais pas pallier à tout, donc ne focalisez pas trop sur vos défauts, focalisez a priori plutôt sur vos points forts, je pense que c'est important, d'essayer vraiment d'exceller dans certains domaines et d'accepter d'avoir des faiblesses. Lorsque ça se présente et que malheureusement la liste adverse elle semble taillée pour vous détruire, eh bien songez aux objectifs. Songez aux objectifs, vous vous déployez, votre adversaire se déploie, hop, vous prenez connaissance de la configuration de table, et là essayez en gros de faire un plan qui va vous permettre de gagner via les objectifs, en essayant d'ignorer un maximum ce qui vous gêne le plus chez votre adversaire. Donc ça peut être des menaces. Donc les menaces, vous pouvez pas les gérer, les gérez pas. Si c'est un monstre à des UPV et que vous n'avez pas moyen de gérer des UPV, et essayez de le gérer différemment. Voilà, c'est-à-dire peut-être en l'ignorant. Euh, S'il y a un nombre de menaces trop élevé qui répond bien à votre armée, vous pouvez essayer de diminuer un petit peu, mais en fait pas de maladie, c'est pas grave si vous gérez pas tout. Acceptez d'avoir plus de pertes. Euh, voilà, essayez de vous adapter. C'est tout. Essayez de vous adapter et essayez de trouver des moyens de gagner. Franchement, essayez de focaliser. Il faut être un peu optimiste en fait. Essayez de chercher le moyen de gagner plutôt que le moyen de ne pas perdre parce que sinon vous allez donner l'initiative à votre adversaire. Il va avoir le tempo, il va avoir l'ascendant un petit peu sur le mental et ça ne peut que l'aider en fait. Vous n'allez pas installer son jeu, vous allez pas installer votre jeu, vous allez toujours chercher à être dans la réponse à son jeu. Et c'est pas un bon moyen de jouer. Il faut essayer un petit peu d'imposer son rythme dans une bataille. Donc voilà, quand vous vous trouvez démuni, hop, on se focus sur les objets. Moi ça m'arrive plein de fois, j'arrive sur table, je me dis je vais me faire éclater la liste d'en face, les tailler pour me détruire. Et j'essaie de trouver d'autres moyens de gagner et ça me réussit bien. Donc essayez d'avoir cette élasticité un petit peu. Maintenant, pour autant, je veux pas vous dire par là que vous devez créer votre liste en vous disant Osef de ce que font les autres, je le prends pas en compte. C'est sûr que si vous rencontrez beaucoup de hordes, c'est bien d'introduire dans votre liste des outils. De même, si vous rencontrez beaucoup de profils d'élite, c'est bien d'introduire des outils dans votre liste. Mais vous pourrez pas forcément créer une liste bâtie pour complètement gérer. En fait, des fois, c'est un petit peu là le défaut. C'est qu'on va affronter ce pote là qui joue tout le temps de la horde. On va faire une liste complètement d'horde en se disant c'est trop fort la horde.
et après vous vous retrouvez contre votre pote qui lui bah, il joue full élite, et votre liste contre lui elle est naze. Pourquoi? Parce que vous avez trop cherché à répondre à un type de menace en particulier. Il faut accepter de ne pas pouvoir dominer tous les styles de jeu de vos adversaires. Et ça, c'est avec l'expérience que vous allez découvrir que surtout à OPR, bah, y a d'autres manières de l'emporter. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment complexe à faire, mais c'est vrai que nous, dans nos cercles, c'est des questions qui reviennent souvent. Donc j'ai voulu peut-être pas être le phare dans la tempête, mais en tout cas la petite lanterne au bout du tunnel, pour essayer de vous donner des petites pistes en toute modestie. Je pense qu'il y a plein de bons conseils. Ça s'adresse peut-être à des joueurs plutôt débutants ou intermédiaires. Il y a peut-être des oublis. Il y a sans doute des imprécisions, parce que si je devais rentrer dans tous les détails, bah, déjà on arriverait sur un propos vraiment très nuancé sur plein de points, et là c'est vrai que j'aurais encore beaucoup à vous dire, hein, mais c'est pas jouable. C'est pas jouable, il me faudrait 1 heure de plus, peut-être même que ça ira encore plus loin. Donc j'espère en tout cas vous avoir donné pas mal de petites choses à vous mettre sous la dent, afin de vous aider à progresser. Vous l'avez vu, hein, on n'est pas parti sur Army Forge pour créer une liste, hein. On n'est pas non plus à avoir des factions précises à jouer, parce que justement, un autre point qui diffère avec pas mal de jeux, que ce soit dans le monde du TCG ou dans le monde du Wargame, c'est comme je disais, ils ont des pyramides beaucoup plus prononcées. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont une faction qui domine avec une liste qui domine cette faction. Donc il n'y a qu'une bonne manière quasiment de jouer la faction. Donc vous prenez la première faction qui est la plus forte avec cette liste, et puis il y a des factions en dessous qui sont fortes avec telle liste, et du coup leur métal est hyper clair. Là où chez nous, à OPR, bah, ce genre de configuration verra sûrement jamais le jour en fait. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de partager avec vous cette vidéo, et je vous dis ciao les potos.